va commencer par on ne sait pas où est Fabienne Brugère. Donc voilà, on va sans doute avoir deux intervenants. On va commencer par Philippe Degeorges. Donc Philippe Degeorges que je présente brièvement. Philippe Degeorges, beaucoup d'entre vous le connaissent, il est psychanalyste à Nice, membre de l'ECF et de l'AMP, auteur de plusieurs ouvrages, Mère douloureuse, La pulsion et ses avatars, enfin Par-delà le vrai et le faux, Vérité, réalité et réel en psychanalyse, et c'est l'ouvrage pour lequel on l'a invité aujourd'hui. Je vais te laisser faire toute intervention. Donc on laissera la parole. On va d'abord procéder à ton intervention, on posera des questions, puis on... Votre micro est bon, là. Tu préfères mon micro? Non, l'autre, celui-là. Celui-là. Est-ce qu'il marche, non? Il faut peut-être l'allumer, attends. Tu vois celui-là? Celui-là marche. J'ai conçu mon intervention d'aujourd'hui à partir d'une part de l'invitée qui pour l'instant est absente et qui allait sans doute nous parler de Michel Foucault et du courage de la vérité, et puis aussi en fonction de la présence de Philippe Lançon qui donne tout son poids à cette séquence. Et je crois d'ailleurs que, je m'en suis rendu compte tout à l'heure en mangeant en face de lui, sa présence, la force de son livre et la rudesse de ceux dont il nous parle a amené sans doute un peu trop de gravité dans mon texte, gravité dont je m'excuse par avance, mais qu'on allégera dans la discussion. J'ai intitulé mon petit exposé « Ce qui vaut la peine d'être dit ». C'est une formule qui me travaille ces temps-ci, elle est de Lacan, et c'est une question qu'il se pose dans une de ses conférences de Nice, où, à propos de la possibilité d'enseigner, il se demande comment on peut s'en tenir à ce qui vaut la peine, au sens vraiment de l'effort d'être dit. Et je crois que tout à l'heure, il y a une autre séquence où il est question de l'enseignement et de ce qui ne s'enseigne pas. Et ça consonne avec cette remarque de Lacan, ce qui vaut la peine d'être dit, et avec une phrase de Claudel qui me travaille beaucoup et qui est la suivante. Il la présente comme un proverbe taoïste. Ce qui peut être enseigné ne vaut pas la peine qu'on l'apprenne. Et donc on est au cœur de la question de la vérité et du réel. Vérité et réel sont les deux termes qui sont mis en tension à l'occasion de cette rencontre. Encore faut-il d'abord préciser à quel domaine on les applique. Il s'agit d'une part de la vérité et du réel dans la conduite de nos vies, de nos choix d'existence, de notre rapport au monde et à autrui, et d'autre part de l'expérience analytique et de l'éclairage éventuel qu'elle peut apporter à ces questions hors de la cure. Ceci posé, les questions de la vérité et du réel apparaissent présentes dans la réflexion sur l'analyse dès que Freud aborde le champ qu'il fonde sous ce nom. Il le dit d'emblée, et on ne peut plus clairement, le souci de la vérité est une condition nécessaire pour cette praxis. C'est un peu comme s'il disait « Nul n'entre ici qui n'accepte d'en prendre le risque ». J'ai aimé lire Le courage de la vérité de Michel Foucault, avec la force testamentaire qu'a cet ouvrage, puisque c'est un cours, le dernier qu'il a prononcé au Collège de France, moins d'1 an avant sa mort. J'avais été frappé d'ailleurs en le lisant par le fait que Foucault y réintroduit la question du sujet éthique, qui jusque-là était un peu le personnage rejeté
du courant de pensée dit structuraliste. L'auteur du Courage de la vérité prend comme repère de cette exigence éthique qu'il pose la vérité telle qu'elle est mise en avant par les auteurs de la Grèce antique, à savoir une vérité inaltérée, invariable et droite. C'est cette vérité qui, pour Socrate, est aussi dite immuable, stable et unique. Mais Freud est bien placé pour savoir ce que la vie nous montre chaque jour. La vérité pour le sujet, et particulièrement en analyse, mais on l'a vu aussi ce matin à travers le rapport des savants à la vérité ou le rapport des auteurs à la vérité de leur propre vie. La vérité en psychanalyse est d'une toute autre nature. Elle est discontinue, elle est contextuelle, elle est contingente et liée aux événements. Elle survient par surprise et de façon syncopée. Elle n'est pas une, car aussi bien elle est fragmentaire et aussi bien contradictoire à l'occasion. Elle n'est pas droite non plus, car elle surgit entre les lignes, par rupture et par trébuchement. Elle est en demi-teinte, en clair-obscur de structure. Loin d'être inébranlable, elle s'avère même changeante et précaire. Enfin, elle est nécessairement incomplète, car pas toute, comme dit Lacan, et elle laisse un impossible à dire. Loin du ciel des idées, donc, ce que rencontre l'analyse, c'est que nous passons notre temps à nous raconter des histoires, à détourner notre regard de ce qui est laid, gênant, désagréable, inquiétant, contraire à nos croyances et à nos préjugés, dérangeant pour notre confort matériel ou moral. Notre jugement spontané est faux et nos perceptions nous trompent. L'inaccoutumé nous angoisse avant de susciter notre haine et notre rejet. Nous ne tendons qu'à ramener l'inconnu à ce que nous connaissons déjà, au déjà là et aux cadres établis. L'illusion nous attire et nous ne demandons qu'à nous laisser fasciner. Rien ne nous déçoit tant que le désenchantement du monde. Nous regrettons tout ce qui nous rappelle que la vie n'est pas un songe. Nous voulons continuer de dormir et nous voudrions que les faits, entre guillemets, correspondent à nos souhaits. Nous voudrions des garanties là où il n'y en a pas. Nous divinisons nos mirages qui fondent de trompeuses certitudes. Nous feignons d'ignorer nos intentions profondes et usons beaucoup de salive pour dissimuler nos motivations, c'est-à-dire nos appétits et notre avidité. Les mots faits pour dire le vrai servent autant, sinon plus, au mensonge. Nous appelons amour nos concupiscences, générosité nos vanités, évangélisation et effort de civilisation nos entreprises prédatrices. Notre attachement et notre volonté d'asservir notre prochain et de nous assurer de sa docilité et de sa complaisance. Et surtout,
nous ne pouvons qu'ignorer qui nous sommes et ce que nous sommes. C'est à partir de ce tableau, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est sombre, que Freud en vient à dire qu'aimer son prochain est exorbitant. Et Lacan précise que c'est car rien en notre prochain n'est véritablement aimable, mais surtout parce que ce qui dans sa jouissance nous révulse n'est rien d'autre que notre propre abjection. Ainsi, à l'encontre de toutes les illusions dont l'avenir est florissant, l'analyse a-t-elle été d'emblée une démarche opposée à toute forme d'idéalisation. Elle a voulu être une entreprise de réveil. Et l'émancipation des hommes qui s'y risquent ne se peut qu'à ce prix. Entreprendre une analyse supposait pour Freud d'accepter de lever le voile qui recouvre à nos yeux les choses telles qu'elles sont. Et c'est bien parce qu'on sait au fond que derrière ce voile se cache la misère de la condition humaine, la détresse originelle du petit homme et la solitude radicale de chacun. Ce qui pousse à couvrir tout cela d'un voile, c'est qu'il faut bien, pour vivre, que l'existence soit supportable. Il faut se défendre contre l'horreur et la déréliction. Nos défenses contre le réel, pour donner un nom à tous les baumes de l'oubli et de la négligence, au délire et à l'hallucination, en passant par le rêve et l'utopie, nos défenses contre le réel sont autant de modalités d'apaisement qui se résument en une formule « je n'en veux rien savoir ». Freud appelle ces mécanismes, selon les catégories en usage, refoulement et dénégation, démenti, désaveu et déni, ou enfin rejet, ce que Lacan traduit par forclusion. L'analyse est la tentative de lever ces multiples voiles et l'amour de la vérité est ainsi une condition nécessaire à son déroulement. Je cite Freud. La relation analytique est fondée sur l'amour de la vérité, c'est-à-dire de la reconnaissance de la réalité. Elle exclut tout faux semblant et tout leurre. C'est ce qui amène Freud à interpréter ses patients, à lever le refoulement, à dénicher la belle endormie dans le donjon de l'inconscient, à fouiller dans les ruines pour reconstruire la réalité enfouie, mais selon lui, toujours là. Animé des idéaux de la science et formé aux mêmes sources épistémologiques qu'Einstein, la réalité est pour lui, comme pour les physiciens, le point d'ancrage, aussi bien que l'horizon de cette vérité insupportable, mais qu'il faut désirer malgré tout. Malgré ce qui nous fait aspirer à calmer l'angoisse, la douleur et la tristesse. Il traque donc dans la réalité, dans les faits vécus par les sujets, et que les patients et que la cure ramènent au jour de la conscience. Ainsi en est-il des souvenirs précoces de l'homme au loup, envers qui l'insistance que met Freud apparaîtra à Lacan comme un forçage du réel. Freud, dit-il, exige une objectivation totale de la preuve. Or, c'est bien ce qui est impossible. Toute l'expérience accumulée par Freud dans son écoute, et toute l'écoute qui a suivi depuis, démontre que la vérité d'un sujet, la vérité pour un sujet,
n'est pas réductible à la réalité des faits. Car, comme le disent les historiens, les faits sont faits. Ils sont construits. Ils résultent d'une élucubration. Et c'est d'ailleurs ce qui amène Freud à distinguer de la réalité factuelle ce qu'il appelle le fantasme. Cette sorte de fantôme qui hante un homme toute sa vie et conditionne ses attitudes. Ce fantasme résulte d'un agrégat d'éléments épars et hétéroclites, de choses vues et entendues, vécues et perçues, mais aussi de choses transmises par autrui. Cet autre qui nous apporte le langage, cet autre qui nous a désirés et conçus, et dont la voix comme les souhaits nous traverse, cet autre nous façonne et nous porte. Le fantasme est une grille de lecture commode, faussée et déformée, qui sert à celui qui le porte, la porte, à interpréter le monde. Il lui permet de comprendre ce qui lui arrive et il lui permet d'y réagir. Mais le cadre qu'il donne à la réalité est celui d'un miroir déformant. Lacan avance dans le champ analytique avec le même souci de la vérité que Freud. Mais il peut aussi vite asséner quelques évidences. La vérité en analyse, celle que l'analysant met à jour, a peu à voir avec la vérité d'Aristote et de Platon. Elle n'a rien d'intangible et d'immuable. Elle n'est ni une, ni toute. Elle change, elle admet la contradiction. Pas de ciel étoilé non plus, ni de maxime éclairant notre cœur. C'est une vérité singulière, irréductible pourtant, mais ne valant que pour un seul sujet, un seul étant singulier, celui dont elle règle l'existence. Lacan pourra dire ainsi que le désir de l'analyste est le désir de la différence absolue. Différence absolue qui est la marque d'un seul et qui ne vaudra pour nul autre. Et c'est ce qui fait du même coup la limite de ce que l'analyse peut apporter dans les débats qui prétendent à l'universel. Comme dit Céline, l'expérience lanterne sourde n'éclaire que celui qui la porte. Rien là, donc, qui puisse nourrir les appétits de sens, les soifs de transcendance et les aspirations eschatologiques. Rien que du sur-mesure. La vérité en psychanalyse est une vérité pour soi, liée aux contingences et aux nécessités de la vie de celui-ci, quelconque et sans pareil. En psychanalyse, on peut dire, comme Saussure le fait à propos de la langue, il n'y a que des différences. Et c'est là sans doute un secret de la psychanalyse, un secret qui lui vaut d'ailleurs les critiques condescendantes de ceux qui exigent des lois universelles au nom de la science. Il n'y a ici, c'est-à-dire dans le champ d'où nous parlons, il n'y a de science que de la contingence et de la singularité ultime de chaque être parlant dans sa façon d'être et de jouir au monde. Ce constat nourrit une crainte légitime. Lacan vient en effet à soutenir, à l'encontre de Foucault dans l'ouvrage dont je parlais, ou de Socrate et Aristote à plus forte raison, que la vérité varie. En suivant la voie de Montaigne et de Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, il nomme même la vérité varité.
Mais alors, n'est-ce pas adopter un point de vue relativiste? N'est-ce pas affirmer que tous les points de vue se valent? Que tout compte fait, n'est qu'une affaire de goût et d'opinion? Certes pas. Aussi, dès que Lacan réduit la portée de la vérité en analyse à la nature des semblants, à la fonction de la parole trompeuse et au champ du langage, c'est aussitôt pour promouvoir une catégorie nouvelle qu'il invente et à laquelle il donne le nom le plus commun, le réel. Le réel en psychanalyse, et non pas le réel des savants. Le réel des savants, celui d'un univers écrit en langage mathématique. Le réel en psychanalyse, c'est-à-dire celui de l'existence humaine, des corps parlants. Et là, évidemment, il y a un débat qu'il faudrait avoir avec Madame Pépin, qui a soutenu tout à l'heure que pour elle, comme pour les savants en général, il ne devait y avoir à l'horizon qu'un seul réel. Et dans ma comprenette des choses, pour l'instant, j'ai plutôt l'idée que le nôtre de réel, celui de la psychanalyse, se distingue de celui des savants, mais il se peut que ce ne soit pas tout à fait le cas par rapport à la physique quantique. Disons-le simplement, cette direction, c'est précisément celle qui est prise par Freud dès ses balbutiements, lorsqu'il posait comme base que tous nos comportements ultérieurs, comme nos principes moraux, avaient leur matrice et leur source dans les événements précoces de satisfaction et de douleur. Souffrance et satisfaction, ce que Lacan rassemble sous le nom de jouissance, souffrance et satisfaction font trace et orientent ce qui ne cesse de se répéter par la suite, ce qui structure notre rapport aux objets, au monde, comme aux partenaires de notre vie. Puis, Freud en viendra à définir ce qu'il appellera traumatisme, terme dont tout le monde se sert à l'envi aujourd'hui, sans mesurer la portée du concept. Car traumatisme veut dire pour lui que ce qui nous advient et qui ne nous est pas connu, toute rencontre de l'étrangeté inquiète et toute nouveauté nous confronte à notre dénuement. Les événements de notre vie, faits de hasard et de contingence, nous changent radicalement, alors même qu'ils échappent absolument à nos choix et à nos intentions, que nous en sommes les jouets et non pas les auteurs, que nous en pâtissons comme objets. Ils nous contraignent à inventer ce qui nous manque pour les surmonter, car l'enjeu, c'est le surmontement. C'est ça, le réel. Ces petits bouts d'impensable et d'indéterminé qui nous arrivent en pleine figure et qui nous font trébucher. C'est ça. Depuis le signe de l'amour qui surgit à la grâce d'une rencontre, jusqu'aux dégâts monstrueux et mortels d'une bombe, réel du regard de Laure ou de Béatrice, ou réel du terrorisme. Ce n'est pas notre vérité qui nous tombe dessus, c'est du réel, comme impossible à dire. Il met en acte ce que nous sommes, et notre corps, ce que nous sommes et notre corps, dans notre rapport au sexe et à la mort. Le livre de Philippe Lançon en dit beaucoup plus et mieux là-dessus que toutes nos théories, tristement grises, comme dit Goethe. Ça nous enseigne que ça enseigne. Ça nous enseigne que nous sommes faits de l'étoffe de nos cauchemars et de nos traumatismes. Je me permettrai, pour conclure, de souligner un point, et non des moindres, de cet ouvrage de Philippe Lançon.
non des moindres puisque c'est son titre. Non seulement l'auteur témoigne de sa rencontre d'un réel inassimilable et de sa reconstruction qui a été si longtemps sa tâche vitale, mais il éclaire, au-delà de son cas, la compréhension de tous les traumatismes. Ce qui importe plus que tout, c'est comment l'être parlant, qui bute devant un pur hors sens, peut élaborer sa réponse, la réponse qui est la sienne, qui ne vaut que pour lui. Cette vérité ultime, comme celle qui se dévoile au terme d'une analyse, cette vérité n'est pas le triomphe du grand midi. Elle n'a pas de transparence, elle n'a pas la transparence du vrai sur le vrai. Elle fait signe seulement de ce qui se dérobe. Elle ne peut être l'objet d'aucune vérification, mais aussi d'aucune réfutation. Elle est donc par-delà le vrai et le faux. Elle n'est pas généralisable, elle est inapte à l'universel. Chacun ne peut pas écrire un chef-d'œuvre, ce qu'a fait Philippe Lançon, mais chacun est devant ce choix forcé. Inventer une solution ou la mort. On ne peut pas faire que ce qui a été ne soit pas. Il n'y a pas de retour en arrière, pas d'effacement du mal, pas de résurrection des morts, comme pour Auschwitz et pour Hiroshima. Mais le sujet peut forger la vérité qui lui est propre, avec les matériaux qui ne sont que de lui et qu'il arrache à son angoisse et à son corps. Cette vérité répond alors à une question qui est la sienne, celle de nul autre. Elle est au cœur de son intimité secrète. Ce titre de l'ouvrage de Philippe Lançon donne un nom au réel rencontré par l'auteur. Il ne nomme pas l'éclat des balles, l'explosion et le bruit des tirs. Il n'interprète pas l'époque et l'histoire qui s'écrit. Il désigne quelque chose qui est au-delà de la parole et du langage. C'est donc un nom propre ou un démonstratif, soit le terme qui désigne un sans pareil, un étant singulier. Ce signe discret nomme quelque chose qui concerne la chair vivante et palpitante, parce qu'habitée à la fois par la jouissance et le verbe. Il dit ça, Lambeau. Merci. Je vais passer immédiatement la parole à Aurélie pour commenter ton travail. Alors merci déjà pour ce texte d'une clarté remarquable sur cette question de la vérité et du réel propre à la psychanalyse. Remarquable parce que vous parlez d'une manière très simple et sans jargon, je dirais, de deux notions difficiles, et notamment celle de réel qui entraîne souvent beaucoup de malentendus quand on essaye de dialoguer avec d'autres champs ou d'autres disciplines, parce que certains s'imaginent que le réel, le fameux réel lacanien, qui est indicible, irreprésentable, ça serait quelque chose de, comme ça, que les psychanalystes lacaniens réinstaureraient quelque chose d'une transcendance ou d'une catégorie transcendantale. Et vous montrez bien, j'ai été sensible à ça dans votre texte, que ce réel lacanien, il est à saisir... disons, à même le corps et à même le langage, au ras de l'événement, hein, que c'est... en effet, on n'est pas projeté dans le ciel étoilé, ou c'est pas du tout de ça dont il s'agit.
Alors, je vais juste retracer un tout petit peu, tirer un fil qui m'a intéressée dans votre texte, parce que vous restituez très bien le mouvement qui va de la primauté donnée à la recherche de la vérité en psychanalyse, et d'abord au début de l'enseignement de Lacan, ensuite à la primauté donnée au réel. Et il me semble que si on simplifie beaucoup, on pourrait dire que chez Lacan, il s'agit du passage d'une forme de réalisme à une autre forme de réalisme. C'est-à-dire qu'au départ, dans la période structuraliste de son enseignement, comme l'a rappelé Clotilde Leguil ce matin, Lacan a cherché à montrer que le réel psychanalytique, c'est-à-dire de quoi on parle, de la pulsion, la demande, le désir, le fantasme, que tout ça c'était un réel structuré par le langage, un réel soumis aux lois du symbolique, aux lois à l'articulation signifiante. Et puis, donc à cette époque-là, Lacan était hegelien, il y avait cette idée que tout le réel était rationnel d'une certaine façon. Et puis, vous montrez bien comment ce réalisme de la structure a été progressivement remplacé au cours de l'enseignement de Lacan par une autre forme de réalisme, l'idée d'un réel hors sens, qui subsiste hors de la symbolisation et auquel on cherche après coup à donner sens par nos élucubrations, par nos élaborations. Et que donc, à l'opposé du réel ordre articulable, énonçable en termes de vérité, on passe à un réel trauma, à un réel inassimilable. Et ce réel-là qui fait irruption, c'est d'abord celui des rencontres, vous le dites bien, des rencontres précoces que l'enfant fait avec la jouissance, ce que vous appelez les événements précoces de satisfaction et de douleur. Alors ça rejoint cette question de l'enfance, dont on parlait ce matin. Ce qui fait trace et oriente ensuite notre rapport au monde. Voilà, ce qui revient toujours à la même place, ce réel qui itère et qui réitère. Voilà, donc, mais ce réel qui fait irruption, c'est chez un être parlant. Et ce réel, c'est le nom que Lacan donne à ce heurt de la langue sur le corps vivant. Après quoi, donc, autour de cette irruption de jouissance, de cet événement, la pensée brode autour ces bouts de réel. Voilà, et donc, pour le dernier point que je voulais relever de votre exposé, c'est que vous dites qu'au regard de ce réel dont Lacan dit qu'il colle à la semelle, ce réel qui reste à la même place, les vérités qui peuvent être égrenées par un analysant dans une analyse sont toujours éminemment variables dans le temps. Vous avez, ce matin, Clotilde avait parlé de la vérité menteuse, la vérité comme fiction. Vous avez parlé du terme de varité qu'amenait Lacan. Et le roman familial, notamment, arrive en bonne place parmi les histoires que l'analysant se raconte pour parler de ces rencontres précoces. Voilà, donc... Cependant, dans le processus de l'analyse, l'analysant, on ne peut pas s'épargner le passage par cette quête de sens et de vérité pour atteindre à ce réel-là. C'est-à-dire que l'analysant court après la vérité, qu'il rate toujours et qui, en fin d'analyse, se révèle dans sa teneur de mirage et de mensonge. Et que donc l'analyse consiste à instituer une fiction qui se destitue à la fin, au moment où on arrive à cerner ce réel sur lequel achoppe finalement le discours. Voilà, donc la cure analytique se joue entièrement sur ce décalage entre la vérité et le réel, et il s'agit de réussir à bien dire cet écart entre vérité et réel, de produire une énonciation singulière qui se faufile entre cette distorsion entre vérité et réel. Alors, comme première question, je partirai de la fin de votre texte, puisque vous amenez la question de la nomination en évoquant, en vous référant à cette nomination Lambeau du livre de Philippe Lançon. Et je me demandais si vous pourriez nous préciser un peu ce qu'est une nomination, dans quelle mesure cette perspective de la nomination, justement, ça nous décale
par rapport à la problématique ou à la dualité entre vérité et réel. Je suis désolée si j'étais un peu longue. Non, merci de votre commentaire tout à fait éclairé. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échos entre mon texte et celui de Clotilde. Je craignais qu'il y ait un peu des reprises, mais en même temps, elle a mis le doigt sur un élément du livre de Philippe Lançon qui est tout autre, qui est celui de l'anémone de mer. Moi, c'était le nom que j'ai isolé. Alors, sur cette question, sur votre commentaire d'abord, oui, il y a certainement plusieurs temps dans l'analyse, et dans un de ses cours, Jacques-Alain Miller avait souligné un peu cette idée que, effectivement, tout un temps de la cure pouvait être décrite sous l'angle de ce que Lacan appelait une paranoïa dirigée, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un sens, qu'on cherche le sens et qu'il est nécessairement unique. Et on est dans cette logique de la causalité à tout prix. Et donc c'est sans doute le début d'une cure, mais qui peut prendre des années et même beaucoup d'années, où effectivement la quête du sens est ce qui domine sans doute. Et puis on peut penser qu'effectivement il y a des moments dans la cure, et il y a surtout une fin de cure, où la question et l'enjeu est plutôt, comme en témoignent les AE dans leur témoignage, et vous-même l'avez fait, quelque chose qui a trait non seulement à un élément de réel qui a marqué le sujet, mais un élément qui lui est propre, auquel il peut donner un certain nom, mais qui lui est propre et qui donc ne vaut pas pour d'autres et qui ne peut ni être réfuté ni être vérifié. Il n'y a aucune raison de dire que tel sujet qui dit que toute sa cure tourne finalement autour d'un point qui est pour lui un qui-vive ou qui est je fais les choses à l'arrache. Il n'y a rien à vérifier, il n'y a rien à falsifier non plus. C'est un constat. C'est donc un démonstratif. C'est un c'est ça. Et donc ça ramène à votre question sur la nomination. Vous évoquiez tout à l'heure, si j'ai bien compris, à propos de Lacan, le passage d'un réalisme à un autre. Ces temps derniers, j'ai plutôt l'impression que Lacan est passé d'un réalisme à un nominalisme à la mode Guillaume d'Occam. Et qu'effectivement, tout le dernier enseignement de Lacan relève non pas du réalisme, mais plutôt d'une logique où ce qui est mis au premier plan, ça n'est que la singularité, comme dans la logique de Guillaume d'Occam. Et Guillaume d'Occam, c'est lui qui utilise ce terme de signe discret, que nous utilisons dans notre champ, mais sous un angle un peu particulier. Il dit que le signe discret, c'est le nom propre. C'est le nom propre ou c'est le démonstratif, c'est ça. Voilà, à l'arrache, qui vive, lambeau. C'est quelque chose qui vient désigner un point d'un étang singulier et qui ne désigne que lui, qui n'est pas extrapolable à l'autre. Ce n'est pas la même chose que de dire « je suis français » ou « mon patronyme est » ou « mes parents m'ont donné tel prénom » et je m'interroge sur la signification que cela a dans le désir qu'ils avaient de moi. Ça, c'est des choses qui renvoient à l'autre. Ce nom propre-là, il n'est sans doute pas sans rapport avec l'autre, mais il est quelque chose de tout à fait singulier. Et c'est vrai que dans le très vif intérêt que j'ai lu à le livre de Philippe Lançon, comme je pense la plupart d'entre nous ici, la façon qu'il avait de parler de quelque chose, alors il en donne beaucoup de signification de ce que c'est le lambeau, mais ça finissait par en faire comme un nom propre, si je puis me permettre, un peu comme Freud a dit l'homme au loup, l'homme au rat, en désignant un point où il y a quelque chose qui, de l'être, vient se condenser là-dedans. Et donc là, oui, il me semble que c'est un effet de nomination, puisque c'est un des points tournants de cette œuvre. Alors on peut peut-être demander à Philippe Lançon à quand ce terme lui est venu, est-ce qu'il se l'approprie autant que je ne semble faire là, mais bon, il aura toute l'occasion de répondre. En tout cas, effectivement, pour moi, c'est une nomination, mais qui est au joint le plus intime ou le plus serré entre le signifiant et le réel, entre le corps et la parole. Bon, on va passer à l'exposé de Philippe Lançon. Je le présente. Donc je présente brièvement. Non, ça marche pas. Attends un peu.
Ça marche là? Oui. Voilà. Donc je présente brièvement Philippe Lançon, que nous avons l'honneur et la joie de recevoir. Philippe Lançon, donc journaliste à Libération, chroniqueur à Charlie Hebdo, qui a reçu en tant que journaliste plusieurs prix, qui a publié également plusieurs romans. Le dernier, Le Lambeau, qui a eu une flopée de prix. Tu nous avais dit qu'on évite de citer ça comme un chapelet. Bon, mais on citera le prix Fémina, le prix spécial Renaudot, le prix Caillois et le prix des prix. Et Philippe nous a dit tout à l'heure qu'il fait très peu d'apparitions en public et nous sommes particulièrement heureux de le recevoir aujourd'hui. Moi, tout particulièrement heureuse et émue puisque tu es un ancien camarade de lycée dont j'ai suivi le parcours. Voilà, je te lisais dans Libé assez régulièrement, j'ai lu tes romans et j'ai été particulièrement inquiète lors des attentats. Et ce livre est une reprise de contact à bien des égards, puisque c'est aussi un livre sur la reprise de contact, sur la manière dont tu as fait pour revenir à la vie à partir aussi de ce confinement dont tu témoignes, un retrait dans l'ici et maintenant, de la survie du corps et de la possibilité de l'habiter. À l'hôpital où quelques proches formaient une sorte de cocon protecteur. L'émotion de la lecture a été pour moi particulière puisque j'ai retrouvé à travers toi mes souvenirs de lycée, le passé perdu, des souvenirs que j'avais oubliés, le camarade, mais aussi et surtout la force toute particulière d'un témoignage sans pathos, au ras de ce réel du corps, mais aussi de la question de l'image, de la question d'habiter un corps, dont tu vas nous parler aussi aujourd'hui. Un livre sans jugement, ni grandes interrogations, mais qui aborde ce qu'il reste de plus humain, dont tu t'es ressaisi par le récit, par la prise de parole, à l'issue de l'événement traumatique. Paradoxalement, par une voix très descriptive, parfois désubjectivée, de peu d'affect, mais qui traduit d'autant mieux cet au-delà avec lequel tu t'es trouvé aux prises. Donc je te laisse la parole. Merci Sophie, émotion partagée et bonjour à tous. Peut-être avant de lire mon petit texte, je vais répondre à la question qui a été posée sur le titre, puisque c'est l'occasion. Les deux choses qui ont été les plus claires à partir du moment où j'ai décidé d'écrire ce livre, c'est la première phrase du livre. La veille de l'attentat, je suis allé au théâtre avec Nina, et le titre, Le Lambeau. Donc c'était deux choses qui ont été vraiment extrêmement claires et que j'ai traîné avec moi d'ailleurs longtemps avant de commencer véritablement à écrire le livre. Et la deuxième chose que je peux dire là-dessus, qui est amusante, c'est que une fois le livre achevé, il y a eu un petit débat avec quelqu'un qui m'est très proche et mon éditrice sur ce titre qui était comme gravé dans le marbre depuis le début. Je l'avais dit à mon éditrice et à quelques personnes. Et on m'a proposé, on m'a dit, mais est-ce que tu ne crois pas que finalement, ça serait mieux de l'appeler Monsieur Tarbes, qui est finalement le titre d'un des chapitres du livre, et donc qui procède en quelque sorte à un changement d'identité, puisque c'est le pseudonyme qu'on m'avait donné aux Invalides. Et on a sérieusement discuté de ça, avec des arguments à la fois littéraires, existentiels, tout en s'amusant. Et finalement, donc, la décision évidemment me revenait. J'ai décidé finalement assez fermement, je pense sans avoir profondément douté, de garder ce titre du Lambeau. Voilà. Voilà. Alors le petit texte que je vais vous lire, en fait, plutôt qu'un post-scriptum au livre, c'est une sorte de cellule circulante qui est née du livre. Il y en a eu quelques-unes comme ça, et il y en aura d'autres qui finalement qui se détachent du livre sur un tout petit point, et qui se développent comme le font les cellules en fonction de la vie sur laquelle elles se déposent, qui continue et qui les transforme. Et elle est liée à la question du monstre. Le monstre est un personnage étrange et qui donc effectivement pose aussi la question du réel quand on y est confronté. Il existe en Italie, dans le Latium, près de Viterbe,
de célèbres jardins bâtis au XVIe siècle sur la commande et selon la fantaisie de Vicino Orsini, seigneur de Bomarzo. Les enfants aiment ce bois sacré où des êtres de pierre géants représentent des sphinx, une tortue, une harpie, un dragon, un éléphant, le chien cerbère qui garde les enfers, etc. Le plus célèbre d'entre eux s'appelle l'orque. C'est une tête aux yeux grands ouverts, à la bouche grande ouverte, avec simplement 2 dents sur le haut, dans laquelle on peut entrer comme dans une grotte. L'escalier qui nous y conduit lui sert de barbe ou de menton. Elle va nous avaler sans avoir à bouger. C'est la bouche d'ombre. On ne sait pas exactement pourquoi l'orque et les autres ont été pensés et disposés comme ça. On ne sait pas à quel ordre et à quelle fantaisie ils correspondent exactement. Des dizaines d'interprétations existent, aucune ne s'est imposée. On ne sait pas grand-chose des causes premières de ces monstres. André et Pierre de Mandiargue, l'écrivain, qui leur a rendu visite en 1954 et qui a cherché dans les papiers de la famille Orsini, écrit que les ténèbres à leurs pieds sont si épaisses qu'il semble que c'est intentionnellement qu'elles ont été accumulées et que tout ce mystère, comme autour de certains lieux et objets qui ont tenu à des sectes ou qu'un fait religieux ou politique a rendu sacré, fut monté exprès par des gens que l'on ignore et pour des raisons qu'on ne saura pas non plus. Tels sont les monstres de Bomarzo. Les gens se prennent en photo, font des selfies devant ces extraordinaires créatures, face auxquelles, d'après Mandiargue, les enfants des pâtres jouaient encore à David et Goliath dans les années 50, projetant des pierres avec leurs frondes sur les visages et les corps des géants posés dans la forêt. C'est une petite forêt, civilisée par ces monstres. Ils la peuplent comme des statues et comme des rochers. On pourrait se croire à Fontainebleau ou en Asie, ou encore dans l'île inconnue de Sandonésie, de vol 714 pour Sydney, cette île où Tintin est otage et où les extraterrestres avaient leurs habitudes depuis la nuit des temps. J'ai vu en Birmanie, dans la jungle, il y a longtemps, des statues effrayantes ou rassurantes, abandonnées ou pas, qui jaillissaient entre les arbres de la même façon. À quelques kilomètres, on envoyait les paysans aux travaux forcés. Ils marchaient en file presque indienne, comme des fourmis, sur les chemins, sous le contrôle des militaires. Les monstres effraient et rassurent d'un même mouvement. Comme les masques, ce sont des intermédiaires entre l'homme et la nature, entre la mesure que l'homme cherche à déposer sur toute chose, tout phénomène, et ce qui échappe à cette mesure, relevant d'un ordre différent ou d'un désordre qu'il n'a pu imaginer. Les monstres de Bomarzo, nés pour la plupart de la mythologie grecque ou latine, transforment en nains les touristes qui les entourent. Leurs proportions gigantesques, leurs excroissances agressives et rondes à la fois, leurs grands yeux et leurs grimaces, leur silence et leur mystère surtout, donnent à l'imaginaire le statut d'une réalité à laquelle nous, les hommes, les touristes contemporains, en visite simple dans les espaces magiques, ne sommes plus adaptés. Les enfants le comprendraient volontiers si le réseau dense des jeux et des références qui leur sont imposés par les industries et les familles ne s'efforçait, comme une toile d'araignée, de paralyser les mouvements de leurs imaginations et donc de réduire l'accès direct, naturel, qu'ils peuvent avoir à ce que les adultes qualifient de monstruosité. L'enfant vit avec le monstre, il le porte en lui, parce que tous les deux sont d'abord des intermédiaires entre nature et civilisation. Je suis allé à Bomarzo au printemps dernier, 2 mois après avoir achevé mon livre « Le Lambeau ». Comme je vivais la plupart du temps à Rome depuis 6 mois, je m'étais habitué à la présence enchantée des masques et des monstres, depuis les fresques latines jusqu'aux grotesques et aux animaux mythologiques et aux satyres peuplant les plafonds des palais. J'aimais les regarder, c'étaient mes amis inconnus. En marchant à Bomarzo de statue en statue, en pénétrant dans la maison biscornue volontairement construite de travers, penchée comme la tour de Pise, mais par un acte de la création, je me suis souvenu de l'époque où, 3 ans plus tôt, la mâchoire trouée, un masque sur le visage, j'arpentais en silence les rues et les allées de la Pitié-Salpêtrière. En silence, car comme les monstres de Bomarzo, je ne pouvais parler. Et cette absence de parole contribuait à ma qualité de monstre, de patient monstre. Mon visage, encore troué, était devenu un intermédiaire entre nature et civilisation. La nature l'avait d'abord fabriqué, la civilisation avait donné une certaine lumière à cette fabrication, à ses traits. Puis, brusquement, à la suite de l'attentat du 7 janvier 2015, quelques éléments eux-mêmes monstrueux, produits par cette même civilisation, avaient en partie détruit le travail continu effectué sur mon visage par l'une et par l'autre. Alors, l'une et l'autre, la nature et la civilisation, se sont lentement et parallèlement, parfois contradictoirement, remises au travail. La nature en retissant peu à peu les chairs, les nerfs, les muscles, les os, selon ses propres voies, des voies qui paraissent souvent monstrueuses aux hommes, parce qu'elles ne sont pas déterminées ni dominées par lui.
la civilisation en retissant également à travers le savoir-faire des chirurgiens. Pour moi, il était important de comprendre que la nature agissait à son rythme en suivant ses propres chemins. Car alors, comme les monstres de Bomarzo, ce que j'éprouvais et voyais était apprivoisé, faisait en quelque sorte partie des meubles. La période où j'ai eu l'air d'un monstre, où il m'arrivait de me regarder comme tel, était celle où la greffe n'avait pas encore eu lieu. Les 2/3 supérieurs de mon visage étaient intacts et soudain, au niveau du menton, quelque chose manquait. Il y avait ce trou, avec cette petite muselière de titane au fond, comme au fond d'un puits, et puis ces chairs déchirées, sanguinolentes, qui fabriquaient comme une dentelle de mousse autour de la plaie. L'ensemble donnait l'impression tantôt d'un sourire, tantôt d'une grimace. Mais le sourire était celui d'un personnage diabolique, étranger à moi-même, tandis que la grimace semblait refléter une douleur venue de beaucoup plus loin encore que celle que j'éprouvais, une douleur qui ne m'aurait pas appartenu et qui pourtant désormais me constituait. Le monstre n'était donc pas, ou pas seulement, comme je l'ai d'abord pensé, une vision extérieure liée à une rupture esthétique, mais une vision intérieure, une projection semblable à celle qui avait produit les monstres de Bomarzo. Seulement, ce n'était pas une pierre sculptée posée dans une forêt, c'était de la chair vivante, la mienne, posée sur un visage, le mien, et ce visage familier et étranger devait apprendre à se développer et à se civiliser, non seulement avec tout ce qui lui manquait, mais aussi avec tout ce qui le débordait. J'entrais dedans, face au miroir tendu par l'infirmière, comme dans l'orque de Bomarzo, sans savoir vraiment qui l'avait fait et pourquoi. J'y entrais comme une victime, un touriste, un gardien, un témoin et un rêveur. Les monstres sont repoussants, mais plus encore, ils sont accueillants. Ils ont un sens féroce de la réciprocité. Ce monstre que j'étais à l'époque, nul ne l'a vu en dehors des soignants, et par inadvertance, une fois, mon frère. Mon ex-femme me soutient qu'elle l'a également vu, mais je ne crois pas qu'elle ait jamais été présente dans ma chambre quand les infirmières défaisaient le pansement. Il est possible que je l'ai oublié. Ce que je sais, c'est que le monstre devait rester caché parce que sa nature était trop humaine, trop intime pour être révélée. Quant à moi, je le regardais bien en face, comme je l'ai écrit dans mon livre, pour mieux l'investir et me l'approprier. La frontière entre l'humain et l'inhumain n'avait pas bougé, elle avait disparu. Il n'y avait que de l'humain blessé, détruit, en voie de reconstruction, et la disproportion et le vide dont mon visage faisait l'objet étaient des stigmates de cette évolution. À chaque fois, il était pour moi une apparition. Il me fallait quelques secondes, parfois quelques minutes, pour m'habituer, pour apprivoiser le monstre que je portais. Car d'un jour à l'autre, et même d'une heure à l'autre, je vais y arriver, mon imagination effectuait son propre travail de reconstruction, de dissimulation, qui était un travail de normalisation. L'imagination civilisée refuse le monstre, elle fait tout pour l'éduquer et le domestiquer. Ce que murmurent les monstres de Bomarzo, ce qu'ils me rappelaient, c'est justement que cette imagination doit aussi accueillir et projeter tout ce qui n'est pas civilisé, tout ce qui n'est pas naturel, tout ce difficile et violent passage entre les deux que les formes doivent révéler sans le réduire ni le dénaturer. Les monstres de Bomarzo me rappellent aussi autre chose. Depuis le début, ils ont été pensés comme les éléments d'un parc d'attractions, dès le XVIe siècle. Suis-je moi-même devenu l'élément d'un parc d'attractions ? Le monstre dont on vient observer le visage une fois le rideau levé, avec lequel on joue au jeu des 7 erreurs, à propos duquel on se dit, réjoui sans doute, mais aussi peut-être un peu déçu, « Ah, ce n'est que ça, mais il n'est pas si défiguré, tant mieux pour lui, mais moi, je n'en ai pas tout à fait pour mon argent. Remboursé, remboursé. » Sur Google, mon nom est ainsi d'abord associé au mot « visage ». Et j'ai senti, lorsque j'ai reçu le prix Femina et que j'ai décidé d'accepter pour la première fois caméras et photos, que cette apparition était pour certains médias plus importante que le prix lui-même, sans même parler du livre. Je rejoignais mes amis, les monstres de Bomarzo. Je ne vivrai pas aussi longtemps qu'eux. Aucun enfant n'entrera dans ma bouche édentée et reconstituée comme dans la grotte d'un pirate. Mais j'ai sur eux cet avantage, j'écris. Il y a quelque temps, j'ai regardé sur Netflix le nouveau film en 6 sketchs des frères Cohen, La balade de Buster Scruggs. C'est un western ironique et tragique, souvent drôle. La seule perspective, à chaque sketch, c'est la mort. Dans le 3e, Ticket repas, on suit 2 hommes qui vivent très mal d'un théâtre ambulant. L'un est le maître qui organise le spectacle et récupère les recettes quand il y en a. L'autre est le comédien, seul en scène. C'est un homme tronc. Chaque soir, devant de rudes pionniers, de moins en moins nombreux, il déclame son texte
qui couent entre eux des extraits d'œuvres classiques. Shakespeare mène la danse. Mais que viennent voir et entendre ceux qui s'installent devant sur des tonneaux ou sur des bancs? L'homme qui déclame le texte ou le monstre? Les deux, bien sûr. C'est leur confrontation, ces textes qui sortent de ce corps sans bras ni jambes, qui donnent au spectacle sa force et son étrangeté. Ceux qui ont acquis mon livre, ceux qui viennent me voir quand j'en parle, sont-ils attirés par l'auteur qu'ils découvrent ou par le monstre qu'ils craignent de découvrir? Si je suis optimiste et vaniteux, je réponds l'auteur. Si je suis pessimiste et peu sûr de moi, je réponds le monstre. Le réalisme est probablement quelque part entre les deux. Écrire Le Lambeau a été une manière de remettre le monstre à sa juste place, à mi-chemin entre nature et civilisation, dans son mystère et dans son parc d'attractions. Écrire m'a permis de donner forme et continuité à un visage qui avait perdu l'une et l'autre, sans rien cacher de ce qu'il fut, ni de ce qu'il devenait. Écrire, c'est transformer et se transformer. Mon visage ne cesse de se transformer plus vite que les vôtres et avec plus de sensations que les vôtres. Le monstre, même figé dans la pierre, est une figure de la transformation puisqu'il est une projection du cœur et de l'imagination. Écrire, c'est donc accueillir le monstre, le laisser vivre en soi, de façon à ce que l'homme puisse naître et renaître. Écrire est l'acte d'un homme et l'acte d'un monstre, l'acte qui dévoile un homme et un monstre. Je dois en partie la vie au monstre que j'étais devenu, je dois le livre au fait de l'avoir accepté, si bien qu'à Bomarzo, je me suis senti infiniment plus proche des monstres et de ceux qui 5 siècles plus tôt les avaient pensés et construits que de ceux qui les regardaient et dont les poses ne servaient qu'à fixer l'échelle d'un phénomène et d'un monde qui leur échappait. Je me suis rapproché du monstre en le regardant, en écrivant et en le faisant dans l'esprit, je crois, de l'art de la fugue de Bach. Cet esprit est celui du thème autour duquel, par d'infinies nuances et variations, une œuvre se construit. Je n'ai ni le génie harmonique, ni le sens mathématique de la composition de Bach, mais son esprit m'a guidé dans le lent travail d'écriture et de reconstruction. Cet esprit est celui d'une civilisation qui ne renonce ni à l'artifice des formes, ni au poids de la nature. Pour finir, vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi ne parle-t-il pas de ces autres monstres, ceux qui ont tué ses amis Charlie et l'ont mis un matin de janvier 2015 dans cet état? Je n'ai pas de réponse claire à cette question. Je ne sais pas pourquoi les tueurs sont à ce point absents de mon livre, de ma vie, de mes autres textes. L'une des raisons est sans doute qu'il me faudrait faire de la psychologie, de la sociologie, de la politique, chercher à comprendre les chimères et monstres fantasques qui vivaient en eux. Mais outre que ce travail est effectué par des gens dont la psychologie, la sociologie, la politique forment le champ de compétences, j'avoue que toutes ces explications m'intéressent peu. Au bavardage dépourvu de mystère, mais non de répétition, sur les monstres existants, je préfère le silence et le mystère des monstres de Bomarzo. L'autre raison est peut-être, si elle existe, la plus importante. Pour moi, les frères K sont restés des tueurs sans visage. Les photos qu'on a montrées d'eux ensuite ne correspondent pas à ce qui a eu lieu ce jour-là, aux jambes noires que j'ai vues, à cet état de flottement qui a suivi l'attentat. Elles ne correspondent à rien. Or, il n'est pas de monstre sans visage. Merci. Je vais passer la parole à Clotilde qui va s'entretenir avec Philippe. Lire Le Lambeau est une expérience qui fait événement, au sens où il y a un avant et un après la rencontre avec ce récit. Une psychanalyste, Nathalie Georges Lambrix, qui a écrit un très beau texte sur votre livre dans la revue La Cause du désir, a parlé d'un événement de lecture. Je m'autoriserai à reprendre son expression, car la lecture de votre livre a aussi été un événement de lecture pour moi. En quel sens ? Je dirais d'abord dans quel contexte j'ai lu votre livre. J'avais plusieurs semaines devant moi pendant l'été, sans livre à écrire moi-même, et je m'étais promis que cet été-là, l'été 2018,
je lirai enfin en entier, du moins j'essaierai, à la recherche du temps perdu. J'avais acheté tous les volumes dans la collection NRF de chez Gallimard et je les avais emportés avec moi dans ma valise. Un proche venu me rendre visite sur mon lieu de vacances terminait la lecture de votre livre et je lui ai demandé de me le laisser. J'ai commencé à le lire et je me suis vue, comme rarement je l'ai été, totalement habitée par votre écriture, par votre traversée, par votre façon de tenter de revenir du monde des morts par la littérature. Au lieu de me plonger dans « À la recherche du temps perdu », je me suis laissée emporter par le Lambeau, comme par une expérience qui réparait quelque chose pour le lecteur. Comme si votre reconstruction à travers les mots, à travers le point d'appui que vous trouvez dans la littérature, et justement dans Proust et dans Kafka, le point d'appui que vous trouvez aussi dans la musique de Bach, jouée par la pianiste Zhu Xiaomei, avait pour effet de reconstruire aussi quelque chose chez le lecteur. Lorsque je l'ai terminé, je n'ai pu lire autre chose. J'ai laissé Proust sur ma table de nuit. Il s'était passé quelque chose de si fort qu'aucun autre récit, aucun autre essai ne pouvait prendre la suite cet été-là. Il fallait un temps pour se faire à l'être retrouvé. Un temps pour laisser votre prose continuer à vivre, un temps à respecter avant que d'autres mots, d'autres livres puissent succéder à celui-là. J'ai essayé d'interpréter cet effet de lecture et je dirais 3 choses. D'abord, Le Lambeau, sorti en 2018, est venu enfin faire récit de l'événement traumatique de l'année 2015. Comme si l'océan de commentaires, l'avalanche d'analyses, les efforts d'explication n'avaient eu jusque-là aucune incidence sur le réel du traumatisme. J'emploierai une expression de Lacan pour désigner l'effet de votre livre. Il a opéré un point de capiton. Là où la parole, le commentaire, les essayistes de tous bords, les médias, les journaux n'avaient cessé depuis le mois de janvier 2015 de dire quelque chose pour trouver le sens de ce qui avait eu lieu depuis le 7 janvier et jusqu'à la fin de l'année 2015, vous avez écrit sans chercher à donner du sens. Je vous cite. Je recommençais à lire un peu les journaux sur Internet et j'étais stupéfiée, moi le journaliste qui n'aurait pas dû l'être, par cette prodigieuse capacité du monde contemporain à bavarder de l'explication et du commentaire à propos de tout et n'importe quoi. Ce livre, Le Lambeau, a fait taire ce que vous appelez vous-même l'abjection de la pensée à vouloir donner immédiatement un sens à l'événement. En cernant le trauma, l'angoisse qui surgit chaque soir dans la chambre 106, la folie même à être prisonnier, écrivez-vous, de l'événement cruel et impensable, ce récit a bouclé quelque chose autour du trou qui s'est ouvert cette année-là en France, pour chacun. Seul un récit littéraire, seul un effort d'écriture de ce qui reste impossible à dire pouvait avoir cet effet. Comme l'a écrit une autre psychanalyste dans la même revue, Marie-Hélène Roch, choisir d'écrire son cas après la longue période de réparation chirurgicale, c'est transformer l'expérience subie en expérience traversée à transmettre.
Deuxième chose, ce récit suit le fil du réel. Il s'agit d'un retour d'entre les morts par l'écriture. L'écriture du réel, vous nous le montrez, c'est cela, une zone qui nous maintient entre le vivant et la mort. Vous faites le récit de ce que Freud a appelé l'inassimilable. Et pour en rendre compte, il vous faut reprendre, comme vous venez de le dire avec la première phrase qui vous est venue, ce qui a eu lieu avant. Il faut aussi parfois retrouver les événements de l'enfance qui ont été réveillés par la mauvaise rencontre avec le réel. Il faut tourner autour de ce qui restera à jamais ineffaçable et, comme vous venez de le dire, aujourd'hui, se rapprocher du monstre de l'esprit à la façon de l'art de la fugue de Bach, sans se faire avaler. Enfin, et pour terminer, j'ai été extrêmement touchée par la façon dont vous écrivez sur l'hôpital comme lieu à part, sur l'hôpital refuge, sur l'hôpital abri, sur l'hôpital seconde peau qui protège de la violence du monde. L'hôpital, vous le montrez magnifiquement, n'est pas seulement un lieu d'enfermement, mais un monde clos où vous pouvez renaître à la catastrophe. Vous écrivez « Ces chambres étaient devenues mes ports, mes cabanes ». Le rapport à la parole à l'hôpital est au plus près du corps soigné. Vous écrivez « La novlangue de Big Brother dans 1984 m'a permis de formaliser sans le dire ce que j'éprouvais dans la première de mes chambres. Mon état flottant était celui de mort-vif. Le réflexe qui lui convenait, celui de oui-non. Et puis, il y a celles et ceux qui peuplent l'hôpital. Christian, l'infirmier de nuit, que vous appelez Brother Morphine. Linda, l'aide-soignante. Annette aux yeux clairs, l'infirmière anesthésiste. Et Chloé, la chirurgienne. Le lien qui se tisse avec celle qui vous redonne un visage, la chirurgienne en stomatologie, est hors du commun. Ni amour ni amitié, mais pure confiance. Chloé devient l'autre à qui vous pouvez vous en remettre. Cet autre que Freud appelait le Nebenmensch, l'être humain à côté. Pas d'autre choix que de vous en remettre à ses paroles pour faire revivre votre corps. Je vous cite, « Chloé, ma chirurgienne, pense que je dois quitter l'hôpital pour renouer avec la vie assez vite maintenant. » Le lambeau, terme qu'elle emploie pour nommer l'autogreffe, est aussi le terme qui nomme le récit sur le réel, comme Philippe de Georges l'a aussi rappelé, récit qui témoigne d'un corps qui ressuscite par la chirurgie, mais aussi par la littérature. Pour terminer, je voudrais faire le lien entre l'exposé de Philippe qui s'intitulait « Ce qui vaut la peine d'être dit », en disant que ce qui vaut la peine d'être dit renvoie aussi à ce qui vaut la peine d'être écrit et d'être lu, au sens où d'entendre, de lire la solution qu'un être a trouvée pour s'extraire du trauma, sa réponse au réel, bien sûr qu'elle est toujours singulière, mais elle transmet à chacun une direction que chacun peut prendre aussi pour trouver sa propre réponse à son réel. Non, bah, écoutez, je suis ému et touché, mais et encore plus de vous avoir enlevé Proust des mains. Ça, c'est peu d'écrivains peuvent dire ça, et évidemment, c'est immérité, mais non, le mieux serait peut-être que je réponde à des questions s'il y en a, ou enfin, je sais pas. Non, je suis assez.
ce que je peux dire, je souscris de toute façon à ce que j'ai entendu des deux côtés, mais écrire un livre en même temps, il faut voir qu'écrire un livre comme celui-là, c'est aussi, comme toujours, écrire un livre, c'est-à-dire la manière de trouver, de sortir de l'expérience, quand c'est une expérience particulièrement intense, mais tout le monde vit des expériences très intenses, pour aller vers l'écriture. C'est un cheminement assez long, assez erratique, parce qu'effectivement, et c'est la seule chose que je dirais pour répondre à ça et à la question du réel indicible, qui justement dont c'est la nature, les obstacles qu'on a sont d'abord des moulins à vent, comme vous voyez, on est un peu j'étais dans la position de Don Quichotte, et il y a des moulins à vent qui sont ceux qu'au départ je pouvais croire qu'il fallait raconter, et justement qui penchaient très probablement plus du côté du commentaire, ou d'une description très orientée par ces commentaires, par le bain dans lequel on est tous. C'est extrêmement long de sortir de ça. Mais le mieux d'ailleurs pour en sortir, c'est de l'écrire, c'est-à-dire pour voir que c'est un moulin à vent, le mieux c'est de construire le moulin à vent. Vous voyez, et puis de comprendre que c'est un moulin à vent. Donc, et passer à autre chose, c'est-à-dire justement de ne pas faire comme Don Quichotte. Enfin, en même temps, si faire comme Don Quichotte, dans la mesure où justement, somme toute, il apprend. Il se Sancho Panzise progressivement, mais il lui faut ses expériences. Donc là, dans l'ordre de l'écriture, un certain nombre d'expériences, c'est pas les seules, mais ont consisté à écrire des choses qui finalement ont été abandonnées, parce qu'elles, voire détruites, enfin souvent détruites, parce qu'elles ne correspondaient pas à la recherche dont on parle ici, quoi. Vous voyez. Je vais passer après la parole à Aurélie qui a une question, mais peut-être pouvez-vous dire un petit mot, Philippe, sur ce dont vous témoignez dans votre livre assez vite à propos de votre séjour à l'hôpital, où vous dites que d'emblée, il y a eu cette décision en vous de vous couper de toute information, de tout récit sur l'événement, de tout commentaire, d'avoir comme ça un rapport, je dirais, au vide, puisqu'on a parlé aussi du vide ce matin, un rapport au vide, comme pour renaître à la parole. Est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus ? L'hôpital, c'est un lieu bruyant, contrairement à ce qu'on peut croire quand on n'y vit pas, et particulièrement évidemment des services de chirurgie d'urgence ou de pointe comme celui où j'étais. Donc, et dans ce lieu bruyant, c'est le bruit évidemment avant tout des soignants, des chariots, ça bouge tout le temps, jour et nuit on est réveillé dans la mesure où l'on dort. Ça, c'est une chose. Et l'autre, c'est le bruit des patients. Le bruit des patients dans un service comme le mien, donc évidemment, c'est pas un bruit. Les patients, quand ils souffrent beaucoup, et en particulier maxillofacial, évidemment, c'est pas un bruit d'expression, mais c'est le bruit de la télé. Beaucoup plus que de la radio, celui de la télé. Donc j'ai dit, en particulier, c'est ce qui m'avait frappé, l'omniprésence de BFM, dont on parle beaucoup ces jours-ci, et que je ne regarde toujours pas. Donc je n'ai pas ouvert une seule fois ma télé pendant la crise des Gilets jaunes, mais pas du tout, vous pouvez me croire. Donc c'est une habitude que j'ai conservée de l'hôpital, qui est une attitude, comme on dit aujourd'hui, radicale. Et je pense qu'elle instaure et elle instaurait à ce moment-là, comment vous dire, d'abord, il faut bien le dire, elle purifiait l'air, quoi. C'est-à-dire, j'étais assailli par suffisamment de pensées, d'images, surtout dans la période flottante du début, mais où finalement toutes mes attitudes postérieures se sont déterminées, que j'avais besoin d'installer une sorte de page blanche sur lequel, avant d'écrire même, mais j'écrivais déjà, puisque j'écrivais très très vite des chroniques dans Charlie,
sur ce que j'étais en train de vivre, mais d'un ordre différent de celui qui est le livre. Avant d'écrire, lire, et puis, mais il ne faut pas non plus croire que je lisais énormément. Mais par contre, ce que je lisais, je le lisais vraiment. Et je pouvais d'ailleurs, comme vous l'avez compris avec Proust, le lire et le relire et le relire. Vraiment, je le mâchouillais énormément. Je me souviens, il y avait un film, Les Révoltés du Bounty, avec Clark Gable. Et ils sont à un moment, après ils se retrouvent dans la barque, là, enfin, pas ceux qui vont aller sur l'île, mais le vilain capitaine avec ses hommes, et ils n'ont plus rien à manger. Et si je me souviens bien, ils sont obligés de mâcher très longuement le peu qu'ils ont. Vous voyez, ben, c'était pareil, parce que j'étais vraiment réduit à très peu de choses, et j'étais évidemment très très fatigué, et donc les fameuses nourritures spirituelles, il en fallait peu pour me nourrir, parce que probablement comme si l'estomac avait réduit à force de ne rien manger. Mais par contre, alors vraiment, c'était très très nourrissant, et je le mâchais en prévision de cette longue traversée, parce que je pressentais, sans savoir exactement combien de temps elle durerait, qu'elle serait longue, et d'une certaine façon, elle n'est pas finie. Mais la partie la plus intense est achevée. Et donc en fait, voilà, mais vous voyez donc aussi que par rapport à cette fragilité qui était la mienne à ce moment-là, et à la difficulté que toute concentration exigeait, je ne pouvais pas faire entrer dans cette pièce, dans ces chambres différentes, la phrase espagnole là, de Fray Luis de León, El mundo al ruido, le bruit du monde. C'était pas possible. C'était simplement, plus encore qu'une attitude morale. Maintenant, je pense que c'est aussi une attitude morale face à ce qu'on on nous tape sur la tête avec un marteau. Il faut bien comprendre ça. Et on en est tous victimes, et c'est comme ça. Et comme toute victime, on en est collaborateur. Mais il fallait vraiment que physiquement, je me protège de ça. Donc je pense que c'est des décisions qui ont été prises instinctivement, puisque tout simplement, on m'a demandé tout de suite si je voulais la télé, enfin, etc. etc. Et il a été pour moi très clair que c'était non. Et vraiment à une époque où les premiers jours où j'étais extraordinairement flottant, quoi, entre deux mondes. Donc voilà. Merci beaucoup, Philippe. Aurélie voudrait vous poser une question. Il marche, c'est là, oui. Je voulais vous offrir le numéro dont parlait Clotilde, de la revue, là où il y a les 2 articles des psychanalystes. Merci. Sur... voilà. C'est comme ça que j'ai découvert votre livre, puisque je coordonnais ce numéro 100 de notre revue de psychanalyse. Et en fait, sur les 40 auteurs sollicités, il y en a 3 qui m'ont proposé d'écrire un texte sur le Lambeau. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Et donc je me suis précipitée aussi, comme Clotilde, à le lire. Alors la question que j'aurais, c'est d'ailleurs dont parlent les 2 auteurs en question dans la revue. C'est une question un peu de psychanalyste, je dirais. Mais vous évoquez dans votre livre il y a 2 événements d'enfance qui vous reviennent, enfin, et qui paraissent des sortes de court-circuits assez inouïs par rapport à ce que au trauma que vous rencontrez. Et je pense à l'épisode de la pastèque et à ce qui est arrivé à votre grand-mère, où on se dit, mais enfin, ça paraît vraiment fou, que comme ça vous dites, j'ai l'impression que l'histoire doit être circulaire, l'existence doit être circulaire pour... je ne sais pas si vous pouvez nous dire quelque chose sur comme ça, comment le réel du trauma rejoint un réel de l'enfance. C'est difficile à aller au-delà de ce que j'ai écrit, mais ce que je peux, il y a un troisième, il y a les souvenirs qui effectivement, mais tout ça est lié forcément, et s'il y a des écrivains, il y en a dans cette salle, ils le sont, est lié à l'écriture même, c'est-à-dire que les frontières ne sont jamais si nettes entre ce qui est vécu, ce qui est remémoré, voire imaginé quand on est dans une fiction, et le moment où on l'écrit, qui est le moment où tout ça va se formaliser. C'est-à-dire que si je pense à ma grand-mère, pour prendre un exemple, donc l'une de mes grand-mères a été victime pendant la guerre
pour ceux qui n'ont pas lu le livre, d'un accident de voiture extrêmement grave, où on l'a cru morte. Donc vous imaginez, la guerre, c'est en 42, je crois. Ou non, c'est avant ça, 40, puisque mon grand-père était en train de partir donc à la guerre. Et elle a été, en particulier, elle a eu le visage totalement détruit, donc elle a été reconstruite, elle aussi, avec un nombre d'opérations considérable. Et je pense que j'ai pensé à elle parce que vraiment cette figure, comme la figure de toute façon les figures de mes grands-mères qui sont des figures d'enfance, m'accompagnaient énormément, de manière flottante, comme des méduses. Vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes au fond de l'eau, pour ceux qui ont fait de la plongée ou de l'apnée, et puis vous voyez, les filaments qui passent, qui reviennent, c'était des figures qui m'accompagnaient. Et au moment d'écrire, évidemment, j'ai essayé de comprendre et de formaliser pour en faire un récit, ce qui était de l'ordre des particules et des filaments quand j'étais donc par exemple sur ma grand-mère. Au moment d'écrire, j'ai retrouvé non pas l'histoire elle-même qui m'accompagnait, mais les détails de l'histoire, que là, je n'avais pas du tout en tête exactement. Je savais qu'elle avait eu le visage détruit, mais je ne savais plus exactement certaines choses. Donc j'en ai reparlé avec mon père, qui était encore vivant à cette époque. Et puis de toute façon, mon père m'en avait longuement parlé bien des années avant, quand en fait, le seul endroit où je parlais vraiment avec lui, c'était quand on faisait de la marche en montagne. Et la fois où d'ailleurs il m'a raconté ça était une fois où on a vraiment eu peur parce qu'on s'était perdu dans les Pyrénées et il était déjà âgé. Et la redescente a été très très fastidieuse dans des pierriers extrêmement difficiles. Et c'est probablement la première fois de ma vie où je me suis retrouvé dans le rôle d'être le père de mon père, c'est-à-dire d'avoir à le protéger. Le montagnard, c'était quand même lui plus que moi. Et je me souviens que quand on a été, finalement, on a retrouvé un sentier plus acceptable, c'est là qu'il m'a très en détail raconté l'histoire de cette grand-mère. Ce jour-là, dans les Pyrénées, je me souviens très très bien que j'ai senti rôder une très très forte menace, et comme le parfum de la mort, une des premières fois sur ce qu'on vit sur mes parents. Et très probablement, ces images sont revenues à travers aussi celui qui me les avait racontés et que là, je voyais tous les jours à l'hôpital, ou quasiment tous les jours, dans cette période. Vous voyez. Donc, c'est une période, par certains côtés, évidemment, je ne la regrette pas, mais du strict point de vue des visions qui m'enveloppaient, il y a quelque chose que maintenant j'ai de nouveau perdu et que, sauf parfois à l'état des rêves, mais c'est une autre chose évidemment, quoi. C'est pas des psychanalystes que j'ai raconté ça, et que je regrette un peu. Vous voyez, c'était une familiarité tout à fait particulière avec les souvenirs, les ancêtres, qui étaient à la fois vivants et pas vivants. Enfin, on était toujours. C'est comme si le personnage flottant que j'étais devenu attirait à lui dans cette flottaison. Dans cette entre deux eaux, toutes les figures, et en particulier des figures de son enfance. Voilà. Tu dis les figures, est-ce que... moi, je trouve que la question de l'image est essentielle, notamment dans ton style, qui est vraiment... Enfin, l'image est extrêmement calculée. Il y a quelque chose d'une écriture du peu, de peu, et en même temps, le livre est épais et on est emporté par l'écriture. Je disais peu de pathos, c'est peu de métaphores. Enfin, on n'a pas une efflorescence des images comme ça. Et en même temps, la question de l'image est absolument centrale, puisque c'est là que tu as été touché aussi. Je ne sais pas, est-ce que tu peux en dire quelque chose ? Non, ce que je peux dire, c'est que, comme peut-être certains d'entre vous ici, l'image, comment dire ça, c'est quelque chose qui reste... moi, je suis capable de regarder un visage sur un quai de métro...
pendant un quart d'heure sans bouger. C'est quelque chose qui me... Oui, ça me fascine. Donc il y a quelque chose, ça me touche, ça me... Donc, et j'y perds d'ailleurs toutes sortes... non pas... C'est très particulier parce que je suis critique dans ma vie de professionnelle, et en particulier un peu d'art. Mais justement, en fait, je m'aperçois que je ne fais pas de critique des tableaux. En fait, ce que je cherche, c'est simplement à les décrire. Mais à les décrire le plus subjectivement possible. Il y a une raison technique, c'est que je n'ai pas de compétences... je ne suis pas historien de l'art, donc je n'ai pas de compétences comme ça. On m'a donné, c'est un privilège, la possibilité dans un journal Libération de le faire. Et donc, instinctivement, et ça dès avant l'attentat, mais ce n'est pas un hasard si pendant l'attentat, les images sont revenues, puisque une des premières choses que j'ai demandé, c'est d'aller voir une exposition, alors même que j'étais encore, non seulement à la Salpêtrière, mais encore non opéré, enfin non opéré de la greffe. Et donc, c'était quelque chose de se balader avec la ventouse, les flics, enfin, vous voyez, c'était tout un appareillage complexe. Et c'était très très important parce que j'allais de nouveau vers les... Et donc je pense que j'ai de toute façon... mon écriture est le produit, comme n'importe quel écrivain, de ma perception. Et ma perception, elle est fondamentalement visuelle, jusque parfois, effectivement, à dissoudre toute capacité critique, toute distance. Mais là, ça tombait bien, puisque d'une certaine façon... pendant un certain moment, j'ai essayé de restituer ça dans le livre. Il n'y avait plus de distance. J'étais dedans. J'étais dans l'image. Donc, j'y baignais comme dans un liquide amniotique. Et donc, après, c'est bien pour ça que comme le livre arrive bien après, il a été écrit bien après. Enfin, c'est qu'évidemment, après, le travail d'écriture est toujours technique. Et il faut vraiment faire plus qu'un pas de côté. Il faut en sortir, il faut naître pour pouvoir écrire. Donc il faut sortir de ce bain amniotique. Mais j'y suis resté quand même extrêmement longtemps. Et il m'a durablement, évidemment, déterminé. Oui, mais la remarque que fait Sophie sur l'écriture rejoint quelque chose que Clotilde a dit tout à l'heure sur l'absence de pathos. Bizarrement, je pense à un autre livre qui a eu beaucoup d'importance ces dernières années, c'est celui de Christine Angot, Une semaine de vacances. Et le seul point commun, si vous me permettez, c'est justement dans les deux cas cette économie de moyens et cette description clinique dépouillée de tout pathos. Et dans les deux cas, je pense que ça contribue à l'effet de vérité ou au sentiment que quelque chose du réel est dit entre les lignes, justement dans le refus d'en rajouter sur l'horreur ou sur les émotions ou sur les affects. Comme vous le savez, malheureusement ou heureusement, mais projeter ses sentiments et ses opinions comme aurait fait Jackson Pollock, là, mais sans le génie de Jackson Pollock, c'est inutile. C'est-à-dire ça, finalement, c'est même pas qu'on convainc pas, puisque moi je ne cherchais pas à convaincre. Je tiens pas un discours, mais on ne fait pas passer. La traversée n'a pas lieu. Donc, effectivement, la mise à distance... Alors, mon métier de journaliste m'y a, à mon avis, quand même beaucoup aidé. Ça aussi, je l'ai dit, c'est que dès l'instant où je me suis retrouvé à la remontée du premier bloc, il y a quelque chose de cette seconde nature du journaliste qui existait quand même depuis une trentaine d'années, qui a joué et qui consiste toujours à être la plante verte qui est dans le coin de la pièce pendant qu'au milieu, les gens s'agitent. Vous voyez ? C'est pour ça que j'ai d'ailleurs toujours beaucoup regretté le fait que des journalistes soient devenus des personnages centraux des événements. Je pense qu'ils ne sont pas faits pour ça. Enfin, fondamentalement, c'est une perversion du métier qui est liée à cette société, etc. Mais c'est grave, parce que le journaliste, vraiment, Et donc là, évidemment, j'étais central dans cette chambre. Mais en même temps, ce qui avait de journaliste en moi, c'est-à-dire de regard, se détachait de moi et devenait un personnage. Alors après, qu'est-ce que la violence de ce qui a été lié, de l'attentat lui-même a aussi joué, puisque je pense que j'en sais rien, mais je serais devenu fou
si je ne m'étais pas dissocié, comme on dit. C'est-à-dire, mais je ne me suis pas dit, tiens, maintenant que j'ai pris des balles, je vais me dissocier. Il se trouve que, littéralement, j'ai flotté au-dessus de moi-même et au-dessus de la salle, comme je l'écris, au moment même, vraiment, où je le vivais. Et je pense que c'est un réflexe de survie. Alors, j'ai eu des discussions là-dessus, d'ailleurs, dont je ne parle pas dans le livre, sur la question de la douleur que je ne ressentais pas, des choses. Je pense qu'il y a des processus chimiques aussi qui se mettent en jeu, ce que me disait ma chirurgienne. Mais voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Effectivement, Angot, dans les meilleurs de ses livres, elle est très à distance des émotions qu'elle veut décrire. Et à mon avis, elle a raison, donc ça, c'est certain. Et de ce point de vue-là, c'est aussi lutter, et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs, elle, de manière presque plus militante, moi pas du tout, mais contre une époque qui veut nous faire croire que projeter son cri suffit à le faire exister. Mais qui va croire ça ?